Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je voulais encore une fois de plus vous dire bonjour et bienvenue à cette grande émission de grand débat depuis les États-Unis. Vous avez été toujours nombreux de regarder le grand débat. Vous avez été nombreux aussi d'apprécier le grand débat. Nous continuons de vous apporter le meilleur de nous-mêmes. Nous continuons de vous informer de tout ce qui se passe dans le continent africain. C'est des sujets qui sont brûlants. C'est des sujets d'actualité. Nous savons qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a ce qu'on appelle une épidémie. Et cette épidémie, elle est stratégique. Dans la mesure où, aujourd'hui, le colonisateur va vers maintenant le coloniser pour lui imposer ses desiderata. Ce qui fait que, aujourd'hui, ces chefs d'État qui se dit votés par le peuple, sinon par leur peuple, ne font que appliquer de ce qui vient de là-haut, de l'extérieur, du colonisateur, mais non pas de ce qui vient du peuple. L'Afrique est en train de souffrir. L'Afrique continue de souffrir et l'Afrique n'est pas sur le point d'être libérée. Tant qu'elle-même ne mènera pas cette révolution. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de changer la constitution ou bien de troupatouiller les constitutions ou encore une fois de plus, de faire les réformes constitutionnelles. Nous avons vu hier où? Au Congo, Brazzaville, avec Sassou Nguesso, qui a fini ses 2 mandats, et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Hollande a été élu, Hollande est venu amuser la galerie, et jusqu'à présent, Sassou reste. La Côte d'Ivoire, il y a eu un changement intégral de la Constitution. Au Burkina Faso, la Constitution voulait être changée par le sieur Blaise Compaoré, mais nous savons ce que ça lui a valu, jusqu'à ce qu'il aille résider où? En Côte d'Ivoire, ce pays que lui-même a déstabilisé. Je le dis parce que cette rébellion a été entraînée à Pau, précisément au Burkina Faso. En Mauritanie, il y a eu une réforme constitutionnelle. Au Sénégal, hier, nous avons vu Macky Sall, une réforme constitutionnelle. Où va donc l'Afrique avec ces réformes constitutionnelles, avec changement de constitution? Que deviendra l'Afrique? Aujourd'hui, c'est le Mali, maintenant, qui est indiqué. Le pays qui aujourd'hui va abriter une réforme constitutionnelle. C'est ce qu'a dit le président IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, qui va vers la fin de son 2e mandat. Et jusqu'en 2018, on a la présidentielle au Mali. Est-ce que ça dit que cette réforme constitutionnelle, M. Ibé l'a taillée à sa propre mesure pour
encore briguer un troisième mandat? Est-ce que ça veut dire que ce troisième mandat, s'il ne brigue pas, il est en train de tailler cette constitution pour placer son premier fils? Parce que nous savons aujourd'hui que IBK n'est plus en forme. Il est toujours dans les avions pour aller se faire soigner. On va le voir tout à l'heure. Pour donc ce grand débat, j'ai invité spécialement mon confrère Moussa Diawara qui fait une émission rétrospective sur Tempo Afrique. Il est avec nous pour nous dire réellement où va le Mali. Est-ce que les Maliens vont accepter cette réforme constitutionnelle? Pourquoi cette réforme constitutionnelle? Pourquoi au moment où le Mali a des problèmes, où aujourd'hui l'intégrité territoriale est totalement en déphasage, le Mali va abriter une réforme constitutionnelle? Est-ce que c'est antidémocratique? Nous allons le savoir tout à l'heure. Et sur ce plateau, j'ai mes amis de tous les temps, mes chers panélistes. Monsieur Atisso Kwamevi, merci Atisso Kwamevi d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand débat. Merci Monsieur Nyawa et salut à tous les téléspectateurs du Tempo Afrique TV. À côté de lui, Monsieur Yves Kenao, c'est lui-même que j'ai nommé Bulldozer, avec lequel j'étais ici la semaine dernière et nous avons parlé beaucoup de tout ce qui se passe en Afrique. Monsieur Yves, bonjour. Bonjour Serge. Mesdames et messieurs, avec votre plaisir, avec votre intention, je voudrais qu'on accueille sur ce plateau mon frère, mon confrère, mon ami de tous les temps, Monsieur Moussa Diawara. Monsieur Diawara, bienvenue à cette édition du Grand Débat. Merci beaucoup, Monsieur Serge. Merci de m'avoir sur ce plateau afin qu'on puisse parler du Mali. Merci beaucoup. D'accord. Sans toutefois tarder, on va aller droit au but. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali, notre pays, je ne dirais pas votre pays, mais notre pays, qui va abriter une réforme constitutionnelle, ce qui a été décidé par d'abord le président, et cela a été voté par l'Assemblée nationale. Monsieur Diawara, est-ce que, en introduction, vous pouvez nous dire où va le Mali? Et nous allons essayer de parcourir les 7 points stratégiques qui sont des points sur lesquels l'opposition ne veut pas s'attarder et l'opposition carrément rejette cette constitution. Réforme constitutionnelle, pardon. Merci beaucoup, M. Serge. Merci, amis téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Tout d'abord, avant de rentrer dans ce sujet, j'aimerais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leurs âmes au Mali pour cette histoire de réforme constitutionnelle, pour cette histoire de rébellion au Mali. Nous savons tous que la semaine dernière, le dimanche passé, nous avons eu encore une énième d'attaque terroriste dans un campement dans les banlieues de Bamako du nom de Kangaba. Donc c'était pour présenter mes condoléances les plus adressées au peuple malien. Et par la même suite, j'aimerais apporter un rectificatif de ce que vous étiez en train de dire en introduction. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta a fait un mandat et il veut briguer un deuxième mandat en 2018. Donc, au lieu que ce soit un troisième mandat qu'il veut briguer, et, en 2018, le Mali se prépare pour des élections présidentielles et nous allons, il est fort possible que monsieur le président Ibrahim Boubacar Keïta essaie de briguer un deuxième mandat. Maintenant, pour revenir à votre question, où va le Mali avec tous ces changements constitutionnels? Je pense qu'il y a lieu de se poser cette question, mon confrère, monsieur Serge Nyawa. J'aimerais que les amis téléspectateurs sachent, moi, ici, en tant que Malien, d'abord, et en tant que président de l'association des Maliens ici au Minnesota, mais aussi en tant que deuxième secrétaire général
du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur sur les questions juridiques et institutionnelles, l'heure est grave au Mali. L'heure est très grave au Mali. Nous ne comprenons pas, la jeunesse consciente du Mali ne comprend pas pourquoi nous sommes là en train de parler de révision constitutionnelle. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons déjà dans la constitution actuelle du Mali, qui est du 25 février 1992, qui dit ceci, si vous me permettez, je vais le citer, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est l'article 118. Ça, c'est l'article 118 de la Constitution du Mali, malienne, alinéa 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons tous que le Mali, jusqu'à présent, n'a pas recouvert son intégrité territoriale. Nous savons tous que le nord du Mali est une zone de non-départ pour les membres du gouvernement du Mali. Notre président de la République du Mali, qui est Ibrahim Boubacar Keïta, se plaît à pavaner partout dans le monde entier, dans les avions, mais notre président de la République ne peut pas mettre pied à Kidal. Notre président de la République ne peut pas mettre pied dans certaines parties de la région de Mopti. Et notre article 118 de la Constitution, alinéa 3, est très clair là-dessus, sans ambiguïté, qu'il n'y aurait ni à avoir réforme constitutionnelle en tant que le pays n'est pas unifié. Donc, le peuple se pose la question, la jeunesse consciente se pose la question, pourquoi nous sommes en train de parler de révision constitutionnelle pendant que le pays n'est pas encore unifié? Voilà. C'est vraiment intéressant. Je crois que les Maliens doivent largement ouvrir les yeux, constater et amener ce peuple à mieux comprendre les dessus, sinon les tenants et aboutissants de cette nouvelle constitution, sinon de cette nouvelle pilule amère qu'on voudrait faire avaler aux Maliens. Alors, mon cher Kenao, je crois que vous avez compris la douleur de M. Diawara, mais je voulais quand même vous remercier pour ce rectificatif que vous avez fait. Voilà, j'ai fait briguer un deuxième mandat rapidement à IBK. Mon cher Kenao, allez-y. Voilà, monsieur Diawara, la question qui m'arrive à l'esprit très rapidement, c'est que l'article 118 de la Constitution est sans ambiguïté. Elle est claire. Et l'article plutôt est clair, net. Une fois qu'il n'y a pas recouvrement de l'intégrité territoriale, il ne peut même pas avoir élection ou parler de révision constitutionnelle. Mais pourquoi alors, durant les accords d'Alger, les négociateurs de ces accords ont mis cette partie de révision constitutionnelle dans l'accord? Pourquoi? Puisque il est clair que le Mali n'a pas encore recouvert toute son intégrité territoriale. Vous l'avez dit, votre président ne peut pas aller à Kidal. Il peut aller à Washington, il peut aller à Beijing, mais il ne peut pas aller à Kidal. Alors pourquoi, durant les négociations, l'article 118 étant là, pourquoi les négociateurs ont accepté, intégré la révision constitutionnelle? Monsieur Yves Kenao, merci pour ta question. Je pense qu'il y a lieu d'aller un peu beaucoup plus en profondeur. Quand le Mali a été envahi en 2012 par les djihadistes, par des sécessionnistes, pour parvenir à un accord, il fallait trouver un accord parce que tout de suite, l'État du Mali et puis les sécessionnistes se sont rendus compte que ce n'est pas par les armes qu'on pouvait y trouver un accord. Ce n'est pas par les armes qu'on pouvait y faire la paix. Donc, l'État du Mali et les sécessionnistes et les djihadistes sont partis en Algérie pour un accord. Et dans cet accord, il est stipulé que pour que le Mali puisse avoir cette paix, pour que le Mali puisse être unifié, pour que le Mali puisse voir tous ceux qui ont fui les zones de guerre revenir à la maison, qu'il fallait trouver un accord.
Mais l'accord disait qu'il y avait beaucoup de principes dans cet accord qui devaient prendre place d'abord avant qu'on ne parle de révision constitutionnelle. Je vais en citer quelques-uns. Il fallait d'abord désarmer ces mouvements armés. Il fallait les cantonner, ces mouvements armés. Il y a eu beaucoup de trucs qui devaient se passer avant qu'on ne parle des réformes constitutionnelles, afin que nos frères, nos parents qui ont pris les armes contre le peuple puissent se retrouver dans l'accord, puissent se retrouver dans la constitution du Mali, puissent se sentir comme quoi ils sont à part entière. Mais pour y arriver à cela, pour changer cette constitution, pour faire cette réforme constitutionnelle, il fallait d'abord passer par le désarmement, il fallait d'abord passer par le cantonnement, il fallait d'abord passer par des patrouilles mixtes. Et en ce moment, le pays serait unifié. Et en ce moment, les membres du gouvernement, y compris le président de la République, pouvaient y aller à Kidal quand il veut, comme il le veut. Mais compte tenu que ces accords, ces éléments n'ont pas été respectés, il n'y a pas eu de canton, il n'y a pas eu de désarmement digne de ce nom. Il n'y a pas eu de cantonnement digne de ce nom. Et le gouvernement a des pressions de l'extérieur pour continuer. Oui, voilà. Ma question serait, si tout cela n'a pas été respecté, Oui. pourquoi le président, lui, il veut forcer l'autre côté du peuple malien à aller au référendum? Moi, je pense que si Ibeka lui-même, il était là, il pense qu'il peut répondre à cette question. Parce que, monsieur Mais je Diawara, pense que... Non, M. Diawara peut trouver... Nous savons tous, la jeunesse consciente le sait, les hommes politiques le savent. M. Ibrahim Boubacar Keïta arrive à la fin de son mandat et il doit y avoir des élections présidentielles en 2018. Avec tout ce qui s'est passé avec ce régime Ibeka, les Maliens ont eu à voter pour le régime Ibeka, pour Ibeka, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a un suffrage jamais égalé au Mali. 77% des Maliens ont voté pour Ibeka tout en pensant qu'il était l'homme de la situation. Mais la réalité du terrain, elle est quoi? Il apparaît aux Maliens lambda que le régime Ibeka fut le régime le plus médiocre de l'histoire du Mali. Pourquoi? Parce que nous avons vu autant de misère au Mali, nous avons vu autant de famines au Mali, nous avons vu autant de déficits au Mali. Les pauvres continuent de s'appauvrir au Mali et les riches continuent de s'enrichir au Mali. Tout ce qui a été promis par ce gouvernement, par ce président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été exécuté. Donc, voyant les élections présidentielles venir, M. Yves Kenao, Ibrahim Boubacar Keïta, sachant très bien que s'il fait avaler cette pilule amère, qui est cette révision constitutionnelle au peuple malien, il a une chance encore de briguer un deuxième mandat. Parce que dans cette réforme constitutionnelle, il est prévu que le président ne deviendra même plus président, il deviendra un roi ou bien un king, si je peux le dire. C'est le roi. Parce que le pouvoir sera centralisé à 120% au niveau du président de la République. C'est le président de la République qui va nommer les 3/4 du Sénat. C'est le président de la République qui va nommer quelques membres de la Cour constitutionnelle. C'est le président de la République qui va nommer quelques membres de la Cour suprême. C'est le président de la République qui nomme partout. Comment peut-il nommer des gens qui doivent proclamer des résultats des élections présidentielles de 2018 et ne pas passer? Voilà pourquoi nous pensons que cette réforme constitutionnelle, on veut la faire avaler au peuple malien. Mais c'est une nivaquine qui est très amère pour le peuple. Et c'est une nivaquine que le peuple ne va pas avaler. Ça, je peux vous le garantir. D'accord. Merci donc, mon cher Diawara. Je crois que, Merci. Je crois que, mon cher Kenao, vous êtes satisfait de votre question. Comme vous l'avez dit, au niveau du Sénat, parce qu'on va y arriver tout à l'heure, parce que c'est le président qui a un quart du Sénat que lui-même il nomme. Et les deux quarts sont nommés, les autres sont nommés par les institutions en place. Mon cher Atisso Kwamevi,
Je crois que vous avez compris, Monsieur Diawara, qui vient quand même de nous parler de tout ce qui se passe au Mali. Nous ne ferons que commencer. Est-ce que vous avez quelque chose, une question à lui poser? Je n'ai pas encore de questions, mais pour donner mon analyse de la situation au Mali, et j'allais commencer par ce que je disais toujours, je le dis toujours ici sur Tempo Afrique, que nous, les Africains, nous, en tant que gestionnaires, nous ne satisfaisons pas les besoins selon l'ordre d'urgence. C'est ce que Moussa a dit. Il fallait d'abord retrouver l'intégrité territoriale du Mali. Sans ambiguïté, les Maliens peuvent vaguer librement à Ménaka, à Gao, revenir nuit et jour. En ce moment-là, il y aura lieu de ces réformes constitutionnelles. C'est d'ailleurs ce que l'accord d'Alger avait prévu, que le Mali retrouve d'abord son intégrité territoriale, la sécurité au nord est assurée, et après, ce que les revendications des groupes armés du Nord, on va essayer d'accommoder la Constitution et insérer leurs revendications dans la Constitution, puisque les Nordiques étant des Maliens, on ne devait pas les ignorer, la Constitution ne devait pas les ignorer. Tout, une révision constitutionnelle est nécessaire au Mali. Donc, aussi, je vois aussi que avec l'avènement Macron, le premier voyage sur le continent d'Emmanuel Macron était à Gao pour voir les forces françaises. Et durant ce déplacement, quel était son discours? Le gouvernement malien, l'Algérie n'ont pas une bonne foi de mettre en application les accords d'Alger. Donc c'est déjà une pression pour le président Ibeka venant directement de la France, du président nouvellement élu de la France. Donc, à mon propre avis, peut-être que Ibeka était confronté à ces pressions et vouloir, coûte que coûte, satisfaire la révision constitutionnelle et satisfaire Emmanuel Macron, il a brûlé les étapes de l'accord d'Alger pour venir directement aux révisions constitutionnelles. Donc c'est un cas de mon analyse de la situation. Un autre cas, M. Moussa l'avait bien institué, que sa gestion était en quelque sorte calamiteuse du pays durant les 5 dernières années. Donc il est en fin de mandat. Donc la Constitution, la révision prévoit que donne beaucoup de force, de responsabilité au président de la République, qui d'ailleurs nomme le président qui va de la Cour constitutionnelle, qui va proclamer les résultats. Donc en assoit ces hommes, il sera assuré d'être réélu pour un second mandat. Donc en quelque sorte, ce sont les analyses que j'ai faites de la situation au Mali. Mais Monsieur le Président, étant un intellectuel, a vu la réaction du peuple et ne voulant pas s'affronter au peuple, tout d'abord, dans un premier temps, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on sait, qu'il a reporté ces législatives, ces révisions constitutionnelles à une date ultérieure. Bon, le peuple et la jeunesse exigent toujours le retrait pur et simple pour le moment de la révision constitutionnelle, et soi-disant que l'intégrité territoriale du Mali n'est pas... Le territoire malien est toujours menacé. Nous l'avons déjà vu le dimanche passé avec cet attentat à proximité de Bamako. Donc, je crois que la sagesse du président va l'emporter sur ses ambitions personnelles, et il va entendu la jeunesse du Mali pour retirer cette révision constitutionnelle. Donc c'est ça mon analyse personnelle de la situation. Monsieur Kenawa, avant de vous passer la parole, je voudrais quand même laisser Monsieur Diawara,
Parce que Atisso est intervenu. Est-ce que vous avez certaines choses à éclaircir vis-à-vis de ce que M. Atisso a dit? Parce que si aujourd'hui l'article 118 dans son alinéa 3 existe encore, l'article n'est pas, la Constitution n'est pas comment je peux appeler ça, n'est pas refoulée dans un premier temps. Mais cette Constitution existe. Et, comme vous l'avez dit, on ne peut pas se permettre de pouvoir essayer de faire des réformes constitutionnelles tant que l'intégrité territoriale n'est pas, dans un premier temps, ne retrouve pas son aise. Monsieur Diawara, Monsieur Diawara, Oui. est-ce que nous pouvons dire que ce projet est anticonstitutionnel? Le projet de réforme constitutionnelle en elle-même, elle est anticonstitutionnelle. Ça, on peut le dire sans ambiguïté. Parce que, comme nous l'avons si bien dit, nous n'allons pas revenir là-dessus autant de fois. La constitution du Mali date du 25 février 1992. Ça, c'est quand on avait amendé cette constitution. Ça c'est quand on avait changé la constitution. Et c'est cette constitution-là qui est là depuis 92 à nos jours, qui n'a pas été changée. Et c'est cette même constitution-là qui est claire là-dessus, qu'il n'y aurait ni a pu avoir de réformes constitutionnelles en tant que l'intégrité territoriale du Mali est engagée et n'est pas recouverte par les autorités maliennes. Et alors, nous le savons tous qu'il n'y a pas de stabilité au nord du Mali. Nous savons tous que le président ne peut pas y aller dans certaines régions du Mali. Donc, de ce fait, cette question de réforme constitutionnelle, je dirais tout simplement qu'au Mali, c'est un faux débat pour le moment. Mais ce qui est encore beaucoup plus pire, ce qui est aussi alarmant, nous constatons avoir des politiciens au Mali qui sont là, pas pour le Mali, mais qui sont là pour leurs propres intérêts personnels. Ce qui est vraiment lamentable. Nous avons l'actuel ministre des droits de l'homme et de la réforme qui s'appelle M. Kassim Tapo, qui d'ailleurs, quand M. Amadou Aya, le général Amadou Aya Sanogo, quand les poutistes, les mutins avaient fait déloger Excellence Amadou Toumani Touré avant qu'il ne s'en aille au Sénégal, ce même M. Tapo avait été emprisonné par les mutins, par cette mutinerie. Ce même M. Tapo, après avoir recouvert sa liberté, avait fait une déclaration fracassante comme quoi qu'il invitait le peuple malien à sortir défendre cette constitution massivement. Parce que lui-même c'est inconstitutionnel. Parce que, tout simplement, cette constitution a été arrachée de haute lutte. Cette constitution a été arrachée sur le sang des Maliens. Les Maliens n'ont pas encore oublié les événements de mars 91, les événements de mars 92, les événements de 93, l'avènement du Mali à la démocratie. Ce même M. Kassim Tapo s'était levé, demandé aux citoyens maliens de tout faire pour qu'on ne puisse pas changer cette constitution. Mais à notre grande surprise aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? M. Kassim Tapo, qui est le ministre des droits de l'homme et de la réforme et des réformes constitutionnelles, ce même M. Tapo trouve un moyen pour dire que faire une réforme constitutionnelle pendant qu'il n'y a pas de stabilité au Mali est légal. Donc c'est pour vous dire tout simplement que nous voyons de ces politiciens au Mali, nous voyons de ces politiciens en Afrique qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ce n'est pas l'intérêt du pays, ce n'est pas l'intérêt, le patriotisme n'existe plus chez certains hommes politiques maliens. Donc, de ce fait, cet article 118, alinéa 3 de Constitution de la République du Mali qui date du 25 février 1992 est toujours en vigueur. Et c'est cette Constitution qu'on cherche à faire des réformes. Le peuple malien
faut le rappeler, n'est pas contre les réformes constitutionnelles. Le monde évolue. Mais qu'est-ce qu'on doit changer dans la constitution du Mali? C'est là où le débat est. C'est là où le débat se tout à l'heure sur les 7 points. Parce que vous allez nous énumérer, on va parler de ça. Parce qu'il faudrait que les Maliens sachent réellement ce qui se passe dans cette constitution. Si lui-même, le président de la République, ne peut même pas mettre ses pieds dans toute la zone malienne, qui est d'ailleurs même, et qui ne trouve pas son intégrité territoriale, comment il pourrait aller, sinon envoyer des gens expliquer au peuple le contenu de cette constitution pour que le peuple même vote cette constitution? Mon cher Kenao, allez-y. Voilà, j'ai une question à poser, une ou deux questions à poser à notre invité. Mais avant de lui poser les questions, je voudrais rappeler aux Africains de faire extrêmement attention à ces réformes, modifications, changements constitutionnels. C'est extrêmement important. On ne change pas la constitution pour un seul détail. On ne change pas la constitution pour accommoder la constitution à une situation particulière. C'est un danger de destruction, c'est un germe de destruction de toute une nation, de tout un peuple. Nous l'avons vu dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Ça a eu carrément un changement total, ce n'est pas une réforme constitutionnelle. Non, pas encore. Gbagbo a pris un seul acte, un seul décret, pour modifier une partie de la constitution pour autoriser Ouattara. Non, mais je vous arrête parce que Gbagbo n'a pas pris... Ce décret-là était dans la constitution qui a été votée. Non, j'arrive. Voilà. Le décret, l'article il n'a pas là... modifié la constitution. Non, j'arrive. Allez-y. L'article là ne disait pas d'accommoder une situation à un individu, mais une situation générale qu'on pouvait appliquer l'article là. Gbagbo a pris l'article là pour modifier une situation pour un seul individu et nous avons vu les résultats. Or, si on avait laissé cela, le seul individu n'allait pas tuer tout un pays. Mais on a changé pour accommoder avec une constitution, pour accommoder avec un individu et nous avons vu de cet individu ce qui est sorti. La Côte d'Ivoire n'existe plus. Et toute une constitution a été changée pour maintenant, encore une fois, s'accommoder à la volonté de ce seul individu et gagne. Encore, c'est le cas du Mali. L'intégrité territoriale du Mali devrait être assurée avant toute autre négociation. Avant même de parler d'une réforme constitutionnelle. Mais voilà que nous avons modifié la constitution par des accords du Mali pour accommoder une situation particulière. Nous parlons de l'autonomie de ces régions-là. L'autonomie économique dans un grand Mali. C'est la destruction du Mali, sans dire son nom. Donc nous devons faire extrêmement attention. Le cas de la Côte d'Ivoire, je ne le souhaite pas au Mali. Mais ce que les Maliens, la brèche que les Maliens ont ouverte, va nous conduire, je ne le souhaite pas, plus tard à cette situation de démembrement du Mali, que je ne souhaite pas. Ma question elle est celle-ci. Vous avez toujours parlé de la jeunesse consciente. Dans vos interventions, vous avez répété jeunesse consciente. Jeunesse consciente. Jeunesse consciente n'acceptera pas cela. Qu'est-ce que la classe politique malienne dit par rapport à cette modification, à ce projet de modification de la Constitution? Et ensuite, qui est cette jeunesse consciente? Elle représente quoi au Mali? Quelle est sa force politique au Mali? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce la diaspora malienne? Est-ce que la jeunesse malienne au Mali? C'est quoi la jeunesse consciente? Et quelle est l'attitude de la classe politique malienne? Merci beaucoup, M. Kenao. La question, elle est la bienvenue parce que j'allais en arriver là tout de suite. Permettez-moi d'abord, avant de te dire ce que c'est que la jeunesse consciente, de remercier cette même jeunesse consciente. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons vu dans ces années passées cette jeunesse malienne qui s'est levée comme un seul homme, qu'on a vu, comme on ne l'a jamais vu dans le passé.
c'est le lieu et place présentement de remercier infiniment à M. Rasbat, comme beaucoup le connaissent, comme beaucoup le savent, son nom alias Rasbat. Son nom à l'état civil, c'est Mohamed Bachili. Il est le leader du CDR. C'est un jeune qui n'a pas sa langue dans sa bouche, dans sa poche. C'est un jeune qui crie sur toutes les zones, matin, midi et soir. C'est un leader, un jeune leader, qui a donné cet courage au peuple de se lever, de parler, de ne plus jamais avoir peur. C'est un jeune qui a risqué sa vie, qui a été emprisonné pour ses idéologies, pour faire révolter la jeunesse malienne, pour leur demander de ne plus s'asseoir et croiser les bras. Et permettez-moi de vous dire, ce jeune homme qu'on surnomme Rasbat, il est le fils du ministre des Affaires foncières, M. Ali Bachili, au Mali. Mais c'est un jeune qui a créé un mouvement partout dans le monde entier, qui est suivi partout dans le monde entier. Mais il n'est pas seul à le faire. Il y a beaucoup de mouvements que nous voyons à travers les réseaux sociaux, à travers la diaspora de nos jours au Mali, qui ont donné cette confiance encore à la jeunesse malienne. Il y a Ouverture Média de M. Mangara, qui est un Malien qui était en France, qui était exilé en France, qui a fait ses études en France. C'est Ouverture Média qui est beaucoup plus connu sous le nom de Madouka Journal, qui dénonce les faits de la société, qui n'épargne personne, le président jusqu'au planton, qui dénonce toutes les bavures et toutes les dérives du gouvernement malien, des citoyens maliens. Quand ils les voient qu'ils ont la preuve, ils sont là en train de les dénoncer. Et grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, ils font chaque jour, ce sont des chroniqueurs, ils font chaque jour des thèmes qui touchent la société au fond du problème. Mais ces deux-là que je viens de citer sont parmi autant d'autres. Nous avons vu cette CDR qui a été créée en France. Hier, les Français ont fait les Maliens de la diaspora en France ont fait cette démonstration jamais égalée. Des centaines de milliers de personnes sont sorties hier pour aller à l'ambassade du Mali pendant plus de 3 heures, 4 heures de temps, en train de scander pour tout simplement dire « touche pas à ma constitution ». Et pendant que cela s'est passé en France, à l'ambassade du Mali, ici à New York, il y avait des centaines de milliers de personnes qui sont sorties, des jeunes qui sont sortis, des Maliens dignes de ce nom qui sont sortis pour dire non au tripatouillage constitutionnel, pour dire non, qu'on ne pourra plus jamais s'asseoir, fermer la bouche et ne rien dire, et laisser ces baby boomers en train de continuer de nous détruire, parce que c'est l'avenir du Mali qui est engagé. Cela, on ne l'a pas vu dans les années passées, parce que les gens avaient peur. Les gens avaient peur de parler, les gens avaient peur de se faire enfermer, les gens avaient peur de perdre leur vie pour le Mali. Mais de nos jours, c'est la société, c'est la jeunesse consciente qui s'est levée. Je n'ai donné que des noms quand je dis le CDR de Rasbat, quand je dis Madouka Journal de Ouverture Média, mais nous avons autant d'autres en France, ici aux États-Unis, partout dans le monde, qui sont là chaque jour en train de chroniquer, en train de dénoncer, en train de... En addition de ça, nous avons vu quelque chose, cette fois-ci, qu'on n'avait pas vu longtemps. Nos leaders religieux ont toujours dit ce qu'ils ont à dire dans leur chambre, dans leur lieu de prêche, mais c'était des gens qui ne sortaient pas publiquement pour dénoncer. Et là, nous avons vu encore un leader beaucoup plus connu au Mali, beaucoup plus populaire au Mali, du nom de Chouala Bayaya Aïdara, qui est sorti, qui a fait des vidéos sur le Facebook demandant la jeunesse consciente à se lever et à sortir massivement pendant ce mois de Ramadan pour aller dire non
Mais l'apothéose, elle était quoi? D'habitude, quand la jeunesse sort, nous avons des faits qui sont cassés, nous avons des pneus qui sont brûlés, nous avons des gens qui sont blessés. Mais cette masse que nous avons vue sont sortis dans la plus grande discipline. La plus grande discipline jamais vue au Mali. Ils ont marché, bravé le soleil, évité les provocations des forces de l'ordre. Ils sont venus tout simplement pour scander « Non, touche pas à ma constitution ». Et ta deuxième question pour te dire où étaient les hommes politiques. L'opposition qui vient en rang dispersé comme toujours. L'opposition qui s'est sentie faible depuis la Chambre, depuis l'Assemblée nationale, qui a vu cette réforme constitutionnelle adoptée par les députés de la majorité présidentielle à hauteur de 170 à 30, ne pouvait que se raligner à la jeunesse consciente, sortir avec la jeunesse consciente pour leur faire comprendre que nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Est-ce qu'on a vu dans ces marches-là, est-ce qu'il y a certains députés de la mouvance présidentielle joindre la jeunesse consciente pour réclamer le non ne touche pas à ma constitution? À la grande surprise, comme je vous le dis, à la grande surprise, les magistrats qui étaient censés être de la mouvance présidentielle ou du côté du président, beaucoup de ces institutions au Mali qui n'étaient pas d'accord, d'ailleurs, avec ce pouvoir centralisé au niveau du président de la République, mais qui n'avaient pas ce courage de sortir ou de le dire, ont eu cette aubaine, ont eu cette opportunité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tout simplement ralignés à cette jeunesse consciente. Nous avons vu des députés, la plupart des députés de l'opposition qui sont venus avec leur banderole vert jaune rouge pour montrer qu'ils sont avec la jeunesse consciente. Nous avons vu des députés de la mouvance présidentielle qui ne sont pas venus pour la marche, mais qui ont tout simplement montré d'une manière comme quoi ils sont d'accord avec la jeunesse consciente. Donc c'est comme pour vous dire, tout un chacun fait des postes, tout un chacun espère être ministre ou ministre demain. Donc en sortant, en disant tout simplement non, c'est pour gâcher leur chance. Ces députés, ces ministres, ces cadres qui sont au Mali, nous les disons qu'ils ne sont pas là pour le Mali, ils sont là pour leurs intérêts personnels. Voilà, très rapidement, vous êtes le deuxième secrétaire du Haut Conseil des Maliens à l'étranger. Vous connaissez mieux la situation. Dans ce vote au Parlement du projet de loi de la révision des constitutions, est-ce que vous avez eu une idée si les députés de la mouvance présidentielle ont voté le non sur les 30 non-là? Est-ce qu'il y a eu des voix du président Ibeka qui ont dit non? À votre connaissance? Absolument pas. La mouvance présidentielle a fait passer ce projet de révision constitutionnelle haut les mains. Et encore, moi, je suis le deuxième secrétaire général des affaires institutionnelles du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ici aux États-Unis. Donc, si je m'assois, ou bien si le Haut Conseil des Maliens des États-Unis s'assoit et ne se prononce pas sur la situation, c'est comme si nous validons ce que le président de la République et sa mouvance présidentielle sont en train de manigancer. Et de ce fait, nous avons vu cette marche hier. Je crois que si en notre France technicien et à New York, peut s'apprêter en attendant qu'il s'apprête pour nous dire réellement, montrer un peu quelques images de ce que nous avons depuis l'Afrique, même à New York, même partout à l'extérieur. Mais mon cher Diawara, je crois que vous avez parlé de cette jeunesse qui est sortie largement. Est-ce que cette jeunesse, parce que le président est en train de prendre du recul pour voir comment il peut phagocyter cette jeunesse de la même manière que lui-même aussi l'a phagocyté le ministre dont vous venez de parler tout à l'heure, M. Tapa. M. Tapo, M. Maître Tapo. Oui. Maître Tapo. Vous avez parlé de Maître Kassoum Tapo, oui. Ministre des droits de l'homme et de la réforme de l'État. Il a été phagocyté finalement par le régime en place. Il revient pour nous dire que c'est possible de faire une réforme constitutionnelle encore
un homme de loi. Monsieur Diawara, est-ce que la jeunesse qui ne s'occupe plus de l'opposition, parce que l'opposition est toujours là pour mettre la jeunesse devant et ils sont derrière. Quand la jeunesse est tuée, ils vont se disperser et disparaître dans la nature. Est-ce que la jeunesse peut être vraiment déterminée à continuer de dire non? Parce que si vous ne le faites pas, cette constitution qu'on appelle réforme constitutionnelle sera purement et simplement votée, M. Diawara. Comme pour vous dire, cette situation de réforme constitutionnelle au Mali est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très sérieux et au début, quand le CDR, comme je l'ai dit, de Raspat, comme ouverture média de Madouka Journal de M. Mangara, ont commencé à expliquer, parce que n'oublions pas, pour dire que la majorité de nos braves citoyens en Afrique sont des illettrés, ou bien nous pourrons dire que ce sont des analphabètes. Donc, de ce fait, il fallait expliquer à cette population, il fallait expliquer à nos pères, nos mères, qu'est-ce que le gouvernement veut entreprendre comme réforme constitutionnelle. Parce que nous parlons de réforme constitutionnelle. Ce qu'on a dit aux paysans n'est pas la totalité de la vérité de ce qui se passe. Donc, cette jeunesse consciente ne va pas baisser les bras. Cette jeunesse consciente, à cause de leur mouvement qui s'est passé ces 2 semaines passées, cette jeunesse consciente a vu tout simplement le gouvernement revenir en arrière. Parce que le mercredi passé, il y a eu cette conseil des ministres où le président, après avoir consulté son gouvernement, a appelé les familles fondateurs, les familles fondatrices de Bamako, a appelé les confessions religieuses de Bamako. Et après ces concertations, le gouvernement a fait sa déclaration comme quoi que le projet de révision constitutionnelle qui était prévu pour le 9 juillet a été reporté à une date ultérieure. Cela dit, le gouvernement n'entend pas abandonner son projet de réforme constitutionnelle. Mais le gouvernement reporte la date des réformes constitutionnelles à une date ultérieure. Cela peut dire deux choses. Ou bien, le président de la République, après consultation avec les confessions religieuses, après consultation avec la société civile, après consultation avec son gouvernement, va renvoyer, parce qu'il peut renvoyer cette révision constitutionnelle à l'Assemblée pour une relecture encore de la Constitution. Qu'est-ce que cela va permettre? Cela va permettre d'enlever certains points qui sont des points de discorde. Nous sommes tous d'accord qu'il doit y avoir révision constitutionnelle au Mali. Mais la question qui a toujours demeuré au Mali, c'est quoi? Quoi doit-on changer dans cette constitution? Et la majeure partie des Maliens refuse de comprendre qu'on ne peut pas tailler la constitution à un accord d'Alger. Plutôt, c'est l'accord qui devait se tailler à la constitution. Voilà les points de discorde, certains points de discorde dans cette révision constitutionnelle. Et nous attendons toujours pour voir. D'accord. Au niveau de cette constitution, je crois que M. Atisso, avant que je n'aille loin, et aussi si notre technicien est prêt, je crois qu'il va nous avertir. Vous avez une question, Atisso? Oui, M. Diawara, je voulais vous poser une question concernant l'intégrité du Mali qui devait être primordiale avant même la révision constitutionnelle. Dans le comité qui avait œuvré pour l'instauration des autorités maliennes au nord, il y avait eu une consultation nationale et les groupes armés du nord, surtout la Zawad, qui réclamaient une reconnaissance juridique et politique, ne l'avaient pas obtenue. Le comité l'avait reconnu seulement en tant qu'entité historique et géographique. Et puis, il prône la négociation avec le prédicateur Amadou Koufam et Yadagali. Est-ce qu'aujourd'hui, pour retrouver l'intégrité du Mali, est-ce qu'on doit négocier avec Yadagali? Et si les revendications de Yadagali, qui, je pense, n'est pas un Malien, à moins que je me trompe,
Si ces revendications dépassent l'État du Mali, quelle sera alors la réaction de l'État? Et aussi, est-ce qu'on doit négocier avec le prédicateur Amadou Koufam qui opère comme des terroristes, qui terrorisent la population? Merci beaucoup, M. Atisso. Je pense que ce que vous dites là, c'est une très bonne question. Primo, je dirais tout simplement qu'Iyag Ag Ali est un Malien d'origine de Kidal. L'Iyag Ag Ali, son idéologie est totalement différente de nos jours parce que n'oublions pas que le nord du Mali, avant l'explosion en 2012, était déjà occupé par des djihadistes de toutes bords, de l'Algérie, de partout dans le monde entier. Ce sont des gens qui ont eu tout le temps qu'ils veulent pour laver, si je peux dire, la mémoire de Iyag Ag Ali. Iyag Ag Ali aujourd'hui est un homme, comme le disent les Anglais, wanted. Yes. C'est un fugitif, c'est un terroriste reconnu internationalement. Oui. Et Iyag Ag Ali, beaucoup de Maliens savent qu'en tant que Iyag Ag Ali n'est pas capturé, en tant que Iyag Ag Ali continue de sévir dans la région de Kidal, frontière avec l'Algérie, il sera pas impossible, mais vraiment très difficile pour le nord du Mali, pour la stabilité du Mali, d'être acquise. Tout simplement parce que Iyag Ag Ali, pour ceux qui le connaissent, était quelqu'un qui était spécialisé dans l'échange des otages. Iyag Ag Ali, tous les échanges d'otages qui se faisaient, tous les captures d'otages qui se faisaient dans le Sahel, si je peux le dire, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Algérie, c'est Iyag Ag Ali qui était le médiateur. Donc, c'est quelqu'un qui a tiré sa fortune dans cette médiation de prise d'otages. Et c'est ce monsieur qui connaît très bien la région de Kidal, étant un natif de Kidal, qui connaît très bien les coins et les recoins de Kidal. Et l'État malien, un État sérieux, un État digne de ce nom, ne peut pas et ne doit pas se permettre de négocier avec un terroriste. Un terroriste, un fils du pays qui a pris les armes contre son peuple, qui a endeuillé autant de familles, qui continue d'endeuiller autant de familles. L'attaque terroriste de la semaine dernière qui s'est passée au Kangaba, à campement, les éléments qui ont été abattus, c'était des éléments qui viennent du groupe de Iyag Ag Ali. Et le nord du Mali, ils veulent coûte que coûte créer au nord du Mali cette guerre intrinsèque, cette guerre fratricide, la transformer en guerre civile, la transformer en guerre d'ethnie. Amadou Kofa, dont tu as fait mention, est d'ethnie Peul. Et Amadou Kofa, qui était un prêcheur, un prédicateur, soi-disant, a eu tout le temps nécessaire de laver, faire un lavage de cerveau aux enfants, de les armer et de créer sa propre dissidence. Et qui demande maintenant à être reconnu dans les massinats. Donc, voilà en un mot les problèmes que font face l'État du Mali. L'État du Mali, le gouvernement Ibrahim Boubacar Keïta doit s'atteler à la stabilité du Nord Mali. Ils doivent donner les armes nécessaires, le matériel nécessaire à l'armée malienne afin qu'ils puissent aller faire un nettoyage pur et simple et correct de ces zones dangereuses au Mali pour qu'on puisse parler de stabilité avant qu'on ne parle de réformes constitutionnelles. Et c'est là où ce gouvernement a failli à sa mission, sur tous les angles, sur toutes les zones. Donc selon vous, il n'y aura pas de négociation avec soit Amadou Koufam ou soit Iyag Ag Ali. Il faut aller par la force. Je ne vois pas venir. Je ne le vois pas venir. Je crois que mon frère, mon cher Diawara, vous avez répondu à nos doléances, mais ce nord du Mali dont on parle, le problème date depuis fort longtemps. Au temps de ATT,
il n'a pas pu régler ce problème. Celui qui est arrivé, Ibeka, ne peut même pas régler ce problème parce que c'est un problème qui dépasse les Maliens. Les gens dont vous parlez, les djihadistes, ce sont des gens qui venaient d'où? De la Libye. Ils ont été armés, ils ont été complètement entraînés par l'extérieur. Donc le nord du Mali recouvre vraiment du pétrole. Il faudrait qu'on sache que les Maliens doivent réellement se battre. Nous allons revenir encore sur ce plateau. Nous allons revenir sur ce plateau, mon cher Kenao. Voilà, Monsieur Moussa Deora, vous avez parlé de la jeunesse consciente, très forte. À vous entendre parler, à lire la passion que vous avez en parlant de cette jeunesse consciente. C'est une force politique qui peut libérer, qui a libéré déjà une fois le Mali des mains de Moussa Traoré. Donc je crois qu'on va revenir à cette question parce qu'on n'a plus le temps pour aller directement en pause musicale. Vous gardez votre question parce que c'est beaucoup important, parce que le technicien me signale qu'on n'a plus assez de temps et que nous devions aller droit au but. Si le technicien est prêt, je crois qu'on va aller en pause musicale et revenir. Mon cher Kenao, vous gardez cette question parce que c'est beaucoup important ce que vous allez dire et ce que les Maliens doivent comprendre et ce que aussi le monde entier qui nous regarde mérite de comprendre, parce que nous sommes à un point où le Mali ne va plus réellement céder. Si le technicien est prêt, je crois qu'on va aller rapidement en pause musicale.
Merci donc, amis téléspectateurs, amis auditeurs de la diaspora profonde. Revenons rapidement sur ce plateau pour la suite de notre grand débat. Alors, Kenao, vous étiez en train tout à l'heure de parler, de poser votre question. Je vous ai interrompu. Vous allez m'excuser, mais je vous donne encore la parole. Voilà, je disais que tout ce problème de réforme constitutionnelle est basé pratiquement sur le problème du Nord Mali. Donc, vous avez parlé de la jeunesse consciente. Quel est l'apport de cette jeunesse consciente dans cette histoire du Nord Mali? Est-ce qu'elle avait été associée dans les négociations au Nord Mali? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette histoire du Nord Mali, ce n'est plus histoire d'hommes politiques, parce que tous ces hommes politiques-là sont corrompus. Ce n'est plus question de chef d'État, c'est un chef d'État élu par tout un peuple ne peut pas se rendre dans un quartier du Nord Mali qui est partie intégrante du Mali, ça ne vaut pas la peine. Donc il n'est pas président. Alors qu'est-ce que cette jeunesse consciente-là peut faire pour aider le Nord Mali? Si on peut l'associer pour aider à libérer le Nord Mali, pourquoi ne pas l'associer? Pourquoi ne pas l'associer? Merci à M. Kenao. Et Ouais. quand je dis jeunesse consciente, c'est une expression qui me tient à cœur à moi. C'est moi Voilà. qui l'utilise beaucoup, j'ai dit la jeunesse consciente. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons vu cette jeunesse qui s'est levée finalement. Ceux qui dormaient se sont réveillés. Ceux qui étaient déjà réveillés se sont levés. Ceux qui sont déjà levés ont commencé tout de suite à marcher. Donc, c'est pour te dire que cette jeunesse consciente, ce n'est pas une association, elle est apolitique, c'est les citoyens, les jeunes maliens qui, instruits ou pas, qui ont commencé à faire des chroniques sur des radios libres, qui ont commencé à faire des chroniques sur des lives sur le Facebook, s'exprimer, expliquer à ceux qui ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui se passe au Mali, expliquer à ceux qui n'ont pas fait autant d'études jusqu'à un certain niveau pour comprendre d'abord qu'est-ce que veut dire une constitution, à plus forte raison de comprendre le contenu de cette constitution. Et cette jeunesse consciente, je suis sûr, nous en sommes sûrs, que même si ce n'est pas à nos temps, nos fils, nos petits-fils vont emmener ces changements autant désirés par le peuple du Mali. Pourquoi je le dis? Monsieur Kenao, chers amis de Tempo Afrique TV, chers téléspectateurs de grands débats, il faut dire qu'au Mali, ça ne va pas sous l'air IBK. C'est ça la réalité du problème. Nous avons tout vu au Mali sous ces régimes. Mais le mal des Maliens, ce que les Maliens ne comprennent pas, est que le peuple tout entier a voté 77% pour cet homme. Est-ce que vous pensez qu'il a changé Pas qu'il a changé. par rapport à quand le peuple l'avait élu? Il a quand bien changé, mais je vais répéter ce que notre président de l'époque disait, M. Alpha Omar Konaré, qui disait que quelqu'un est députable, mais pas forcément ministrable. Quelqu'un peut être ministrable, mais pas forcément présidentiable. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut être député et servir son pays, mais cela ne veut pas dire que tu peux être un bon ministre. Pas parce que quelqu'un est un ministre veut nécessairement dire que cette personne-là peut être un bon président. Mais l'avenir lui donne raison aujourd'hui. Il faisait allusion à quoi? Alpha Omar Konaré a fait connaître IBK à travers son régime. Parce qu'Alpha Omar Konaré, à l'ère de la démocratie, quand la démocratie a sonné au Mali, quand l'ère a sonné, il était le premier président démocratiquement élu au Mali. Tout de suite, il avait pris plus de 3 ministres, premiers ministres, qui n'ont pas pu gober avec les Maliens. Le seul ministre, le dernier ministre qu'il a pris, c'était Ibrahim Boubacar Keïta comme premier ministre. Et c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui a pu canaliser à l'époque toutes les revendications syndicales, les élèves et les étudiants dont j'en faisais partie. Et encore, pas pour faire une publicité ou quoi qu'il en soit,
l'ère de la démocratie, nous étions là, j'étais là. J'étais le secrétaire aux relations extérieures d'un comité AEM à la base. Pour vous dire que nous étions là, nous avons vu comment on a acquis cette démocratie. De haute lutte. Mais, voir de nos jours, c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui a toujours dit haut et fort que si jamais on lui donne, les peuples lui donnent la confiance, qu'il y aura un grand changement au Mali. Tout va changer. Mais tout a changé. Tout a changé, mais d'une manière négative, pas positive. Okay. D'une manière totalement négative. La gestion Ibrahim Boubacar Keïta, les 4 ans passés, 4 ans, 4 premiers ministres, et si ce n'est pas à cette fin d'année, cette fin de mandat, que mon cher président de la République a commencé à mettre des goudrons de gauche à droite, parce que les campagnes présidentielles arrivent à grands pas. Nous, les Maliens, nous n'en avons rien vu si ce n'est pas de la misère, la désolation. Pour une première fois dans l'histoire même de l'Afrique, si je peux le dire, les hôpitaux étaient fermés, c'était des services minimums. On a fait 1 mois et 8 jours. Les médecins sont en grève pour réclamer leurs droits. Et pendant ces 1 mois et 8 jours, nous avons vu des femmes enceintes, des jumeaux, qui sont venus à l'hôpital se coucher et mourir. Parce qu'il n'y a que le service minimum. Pendant ces 1 mois et 8 jours, nous pouvons compter à des milliers de morts pendant 1 mois et 8 jours pour tout simplement, l'État ne veut pas négocier avec les médecins. L'État ne veut pas donner aux médecins de ce qui est des droits pour qu'ils puissent prendre soin de leur population. Et dans cette situation de misère et de désespoir, les professeurs aussi sont venus descendre dans la rue, décréter une grève illimitée parce qu'ils ont des revendications depuis belle lurette et rien n'a été fait. Et pendant que nous nous soucions de tout ça, voilà monsieur le président qui veut investir des millions, sinon des milliards dans un projet de réforme constitutionnelle qui lui tient à cœur parce que cette réforme constitutionnelle va centraliser les pouvoirs à son niveau et c'est lui qui va nommer les institutions les plus fortes de la République et pour pouvoir le faire, des élections présidentielles arrivent comme déjà il est vomi par le peuple, comme déjà le peuple a crié partout au désespoir, au scandale, avec toutes ces affaires de corruption, d'avions présidentiels, d'armement militaire, de gauche à droite, le président veut se rassurer d'une chose, qu'il vote cette réforme constitutionnelle, qu'il nous fait avaler cette amère nivaquine au peuple malien pour s'assurer qu'il peut faire un deuxième mandat et un dernier mandat. D'accord. Voilà. On va, je crois que, rapidement voir la première vidéo, mon cher Diawara, parce que vous en avez beaucoup sur le cœur et nous vous connaissons, dans la mesure où, aujourd'hui, étant de la diaspora et représentant une grande figure emblème de cette diaspora malienne, je pense que vous avez encore beaucoup de choses à nous apporter. Mais pour l'instant, nous allons regarder la première vidéo et on revient pour qu'on puisse en tout cas vraiment méditer nos analyses de manière saine. Merci. Je pense que notre technicien nous fait signe qu'il va essayer encore d'aller plus loin. En attendant que le technicien nous revienne, M. Atis, est-ce que vous avez une autre question? Comme M. Moussa l'a dit, un Premier ministre ne fera toujours pas un bon président. Comme on le dit dans le football, un bon joueur ne sera pas nécessairement un bon entraîneur. Donc, M. Ibrahim Boubacar Keïta a failli à sa mission en tant que président. Donc, M. Moussa, aujourd'hui, est-ce que quand on voit la puissance des groupes armés, des groupes de Amadou Koufam et de Yadagali, est-ce que l'armée malienne a les moyens pour faire face à ces aguerris des montagnes du Nord?
Merci, monsieur Tissot. Nous disons qu'en principe, il ne doit pas y avoir de comparaison entre l'armée malienne et ses soi-disant groupes armés des Amadou Koufa ou bien des Liad Akhali. La réalité, elle est tout autre. La réalité, la jeunesse consciente le savent. La réalité, elle est quoi? Nous pouvons dire d'une manière, sans avoir les preuves, que l'État malien, il nous paraît que l'État malien a un embargo sur lui, sur les armes. C'est ce que nous pouvions dire. C'est ce que c'est cette conclusion que la jeunesse consciente est en train de se faire. Pourquoi? Nous avons vu, lors des éclatements de cette rébellion au nord du Mali, nous avons vu la diaspora malienne, nous avons vu le Mali en entier qui s'est mobilisé. Plus d'1 milliard et quelques a été donné par la diaspora, par le peuple malien, en addition des amis du Mali qui ont contribué quand le président Dioncounda était parti en Europe, où il a eu à faire des quêtes de plus de 500 millions d'euros pour venir en aide à l'armée malienne. Le budget de l'État a augmenté, de l'armée malienne a augmenté à peu près le double, sinon le triple. Tout ça pour mieux former l'armée. Tout ça pour mettre les militaires en bonne et due forme, si nous pouvons le dire. Tout ça pour améliorer leurs conditions de vie. Tout ça pour leur donner de quoi manger, de quoi vivre, pour pouvoir aller défendre la patrie, pour pouvoir aller défendre la nation vaillamment. Mais hélas, encore, de nos jours, tout ce qu'on entend, même d'ici la fin de cette semaine, il va y avoir des attaques brusques et spontanées, où on va perdre 5 ou bien 6 de nos soldats. C'est cela la réalité du terrain. Et en addition de ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, voilà pourquoi la jeunesse consciente se révolte. Nous avons vu dans cette corruption massive au Mali, où ce sont des officiers, où ce sont des ministres, où ce sont des directeurs des DAF qui vont faire venir leurs fils, leurs petits-fils, vont faire venir des parents lointains pour tout simplement leur dire il faut les enrôler dans l'armée. Pas parce qu'ils ont l'amour, pas parce qu'ils ont la volonté d'aller défendre le pays, parce que tout simplement, ils n'ont pas de travail. Alors, j'ai deux autres questions très importantes concernant... On n'a plus le temps, on va directement aller sur la première vidéo. Okay. Et après cette première vidéo, je pense que M. Atisso, vous aurez le droit à poser votre question. Et si le technicien est libre, rapidement, la première vidéo...
passée, quand on appelait la jeunesse consciente à sortir, on ne pouvait que compter par dizaines, sinon par cinquantaines, sinon par centaines ou plus dans la rue. Que c'était la jeunesse inconsciente. Mais ça, c'est pour vous dire tout simplement que la jeunesse consciente était sortie massivement. Imaginez ceux qui étaient restés à la maison parce qu'ils étaient en train de gêner. Imaginez ceux qui sont restés à la maison parce que tout simplement, ils ne savaient pas comment cette marche allait se passer. N'oublions pas que la semaine avant, il y avait eu une marche non autorisée où des manifestants ont été dispersés à jet de grenades lacrymogènes et avec des matraques. Donc il y a beaucoup de ces jeunes qui pensaient ne pas aller s'exposer à cette gaz lacrymogène ou bien aller se faire tabasser. Donc beaucoup sont restés à la maison ne sachant pas comment ça allait se passer. Donc après avoir vu cette jeunesse consciente qui est sortie massivement partout et qui ont scandé pendant des heures et des heures pour dire Ante Abana, Ante sont Abana, ce qui veut dire que nous refusons et c'est terminé. C'est pour dire tout simplement que la jeunesse a pris conscience. Mais comment cela est-il arrivé? Encore, je continue toujours de remercier ces chroniqueurs, je continue toujours de remercier le CDR de Raspat, je continue toujours de remercier Ouverture Média de Marouka Journal, je remercie Joe Bala, Touabou Soma, qui est basé au Sénégal. Il y a beaucoup de gens, Momo de Paris, Dani de Paris, ça n'en finit pas, je ne peux pas donner tous les noms. Moussa Diawara des États-Unis de Minneapolis. Toi aussi, tu as joué beaucoup Moussa Diawara des États-Unis. Tu as beaucoup joué. Il faut pas, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs. Il n'est pas un chroniqueur, il est un présentateur de télé. Voilà. Ce qui fait une différence entre nous. Mais ce qui est sûr, chacun a joué sa contribution. Chacun a fait sa part, à part entière, pas à moitié. Et c'est cela qui nous a donné ce résultat. Un résultat pour le moment que nous pouvons prendre comme une victoire. Quelle est cette victoire? Le gouvernement a pris l'ampleur, le gouvernement a pris note de ce qui se passe. Et le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres. Le gouvernement a consulté les notabilités de Bamako, les fondateurs, des familles fondatrices de Bamako. Le gouvernement a consulté la société civile. Et après avoir consulté, le gouvernement a décidé de faire ce soir à une date ultérieure. Et donc l'opposition maintenant a commencé à prendre l'ampleur de la situation. L'opposition a eu cette force et ils promettent d'organiser une très grande marche le 1er juillet. Donc l'opposition vient jouer au papier maintenant. Le 1er juillet pour sortir, pour toujours continuer de scander, pour toujours continuer de dire au pouvoir de ne pas s'entêter de revoir leurs copies. Et encore une fois de plus, nous ne sommes pas, le peuple malien n'est pas contre cette révision constitutionnelle, puisque nous avons pris des engagements vis-à-vis du monde entier. Mais la question du jour, la question de l'heure, qu'est-ce qui doit changer dans cette constitution? C'est là où les bas blessent, c'est là où se trouvent tous les problèmes. D'accord. Je pense que ça, c'est un sujet qui est beaucoup élargi, même s'il faut le continuer la semaine prochaine. Je pense qu'on va toujours le continuer, mais rapidement, on va... M. Satis va poser sa question, oui, mais on a encore une bonne vidéo, une deuxième vidéo qu'on doit jouer. Et puis bon, donc on revient à vous, Atis, sans quoi on est un peu déterminé dans les minutes. Allez-y. Début 2016, le projet de révision de la constitution malienne du 25 février 1992 ne cesse de susciter la contestation. C'est désormais chose faite. Le projet de réforme a été adopté par le Parlement le 3 juin 2017, suivant l'une des recommandations de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, signé en mai 2015. Il ouvre ainsi la voie à la création d'un Sénat et renforcerait les pouvoirs du président de la République, selon l'opposition. L'opposition en bloc n'a pas voté cette révision constitutionnelle. Nous sommes arrivés à la conclusion que la proposition finale ne prenait pas en compte nos principales observations. Et il était question de renforcer les pouvoirs du président de la République. Le second aspect de notre réserve, ça porte sur la désignation des sénateurs.
Nous avons estimé également que dans l'ordre des choses, qu'il était bon d'introduire la destitution du président de la République. De son côté, la majorité se veut rassurante. Elle rappelle que des lois devraient encadrer la désignation de ce tiers de sénateurs. Pour les autorités, le but de cette mesure est de conforter l'état de droit et la démocratie. Parallèlement, il permettrait aux autorités coutumières, traditionnelles ou régionales de s'impliquer davantage dans la vie sociopolitique du Mali. L'égalité constitutionnelle sans aucune autre ambition que l'ambition de créer un Mali démocratique, fort et pluraliste, puisqu'il a affirmé clairement qu'il n'y aura pas de changement de république, que nous restons dans la même république, qu'il s'agissait simplement de conforter dans ces institutions. La campagne pour le référendum débute le 23 juin et s'achève le 7 juillet à minuit. Les Maliens sont quant à eux convoqués aux urnes pour l'effectivité du changement ou non de la Constitution le 9 juillet 2017. Monsieur Diawara, vous avez vu aujourd'hui l'intervention de Maître Kassoum Tapo. Vous avez vu aussi l'intervention de d'autres personnes. Et aujourd'hui, on voit que le Mali est déterminé. On voit que le gouvernement en place n'a pas aidé les Maliens. On voit que les députés même n'ont pas aidé les Maliens. On voit que cette constitution, cette réforme qui a été mise en place, non seulement vous l'avez dit que c'est pour faire avaler une pilule amère aux Maliens. Quelle est votre détermination vis-à-vis de ce que vous venez de voir? Je pense que la détermination... Au risque même de vous répéter. Oui, comme nous l'avons si bien dit, oui, on ne cesserait de le répéter. Nous sommes un Mali indivisible. Nous sommes un Mali, une génération de jeunes qui ont pris la conscience de la chose publique. La jeunesse consciente a décidé de ne plus jamais s'asseoir à côté et de voir les ressources du pays dilapidées par quelques individus. La génération consciente continue de voir à combien de fois, à quel prix le peuple souffre. Nous avons un Mali qui est là, qui a autant de ressources. Nous avons un Mali qui est là, dont nous sommes tous fiers de nous frapper les poitrines pour dire que nous venons du Mali. Mais hélas, ce Mali a toujours été dirigé par des gens, depuis l'indépendance à nos jours, par des gens peu orthodoxes, si je peux le dire. Nous avons vu Modibo Keïta, qui était un très bon président pour le Mali, qui a pris le Mali de l'indépendance jusqu'à son renversement de régime, qui a inculqué aux Maliens qu'est-ce que c'est que la dignité humaine, qu'est-ce que c'est que le respect de soi-même, qu'est-ce que c'est que le respect du bien public. Mais Moussa Traoré, il est venu en son temps, c'était le parti unique, c'était la dictature. Il a dicté aux Maliens pendant 23 ans son pouvoir. Mais depuis l'avènement de la démocratie au Mali, cette démocratie dont les Maliens ont souffert autant pour l'avoir, nous avons pensé, cette jeunesse consciente avait pensé que les choses allaient beaucoup plus mieux. Mais hélas, au lieu que ça aille beaucoup plus mieux, c'est parti du mieux en pire. Nous avons vu le régime ATT qui était là, qui a fait 10 ans de pouvoir. En 10 ans de pouvoir, ces enfants qui n'avaient même pas de boulot, en 10 ans de pouvoir sont devenus des milliardaires. Nous avons vu des ministres milliardaires qui payent des maisons d'une valeur de 700 millions pour leurs enfants dans des pays limitrophes au Mali. Et hélas, nous nous sommes toujours dit que le Mali peut tanker, mais le Mali ne va jamais chavirer. Nous avons pris cette opportunité et nous avons cru fermement à Ibrahim Boubacar Keïta parce que c'était pour tous les Maliens, c'était l'homme de la situation qui a toujours d'ailleurs dit Kankelentigi. Kankelentigi, ça veut dire quelqu'un qui ne change pas de voix, qui ne change pas sa parole, quelqu'un qui a la parole d'honneur. Et en 4 ans de règne, même pas 5 ans de règne, le Mali a vécu un cauchemar, si nous pouvons le dire. Le Mali continue de vivre un cauchemar. L'homme est devenu qu'on n'a jamais un caméléon. y pensé vivre sous l'ère Ibrahim Boubacar Keïta. Ce président
dès qu'il est élu, quand bien que le pays était en guerre, a payé un avion pour sa propre personne. De là, nous avons des ministres qui sont impliqués dans des affaires de détournement des fonds, hein, des armes, de l'argent qui devait servir à payer des armes pour protéger les citoyens. De deniers publics. Nous avons des colonels, des hauts gradés de l'armée qui sont là en train de détourner l'argent des militaires qui sont sur le front, qui sont en train de mourir pour le pays. Et nous avons vu quelque chose encore qui est encore beaucoup plus spectaculaire que jamais. Des institutions de la République qui ont de l'argent pour payer les factures de courant, qui ont des budgets votés pour leur fonctionnement et qui s'avèrent qu'ils ne payent pas leurs factures d'électricité à hauteur de 900 millions de francs CFA. Et nous continuons de vivre cette cauchemar. Voilà pourquoi la jeunesse consciente du Mali, voilà pourquoi la jeunesse du Mali s'est levée et dire que non, trop c'est trop. Non, nous n'allons plus jamais accepter. Voilà pourquoi nous sommes contre cette révision constitutionnelle. Pour le moment, quand nous saurions qu'est-ce qui doit changer dans cette constitution, quand nous nous entendrions de ce qui doit être changé dans cette constitution, la jeunesse consciente donnera son feu vert afin qu'on puisse changer cette constitution pour le bonheur des Maliens, mais pas pour le bonheur de quelques individus. D'accord. Merci donc, Adisso. Je crois que vous avez une question à poser à M. Diawara parce que nous sommes un peu en retard. Monsieur Moussa Diawara, je vais commencer par la question numéro 3. Et vous avez parlé tant de cette jeunesse consciente et nous avons vu dans tous les cas que l'arme et le moyen de communication de cette jeunesse consciente est les réseaux sociaux, en un mot, l'Internet. On a vu au Gabon, le gouvernement avait pris l'Internet comme arme contre la population en leur coupant l'Internet. Et on a vu ça en RD Congo, on a vu ça au Cameroun, au nord du Cameroun. Et si le gouvernement venait à couper l'Internet à cette jeunesse consciente, quel sera leur moyen d'action? Et ma deuxième question, le G5 Sahel vient d'avoir le feu vert, d'avoir une force qui sera basée en Mauritanie. Et quels seront les impacts sur l'intégrité du Mali? Quel rôle va jouer cette force pour récupérer l'intégrité du Mali? Et ma troisième question, on avait vu en janvier la force de la CEDEAO qui était prête à aller déloger l'ancien président gambien Yaya Jammeh. Mais pourquoi cette même CEDEAO dont fait partie le Mali ne peut pas intervenir pour aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale? Merci beaucoup. Pour la première question, je pense que c'est très intéressant, mais je vais vous dire que quand on est déterminé, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Yes. Nous avons vu dès l'annonce de cette réforme constitutionnelle, il y a quelque chose qui s'est passé au Mali il n'y a même pas 2 semaines, 3 semaines de cela. Sur les réseaux sociaux, partout, les Facebook ne marchaient pas au Mali pendant quelques jours. Et donc tout de suite, la jeunesse consciente a attribué cela au gouvernement. Voilà. Que parce que le gouvernement veut coûte que coûte pousser avec son projet de réforme constitutionnelle, parce que le gouvernement ne veut pas que la jeunesse consciente explique à nos parents qui ne sont pas aussi lettrés que ça, de quoi s'agit-il. Donc le gouvernement avait coupé le Facebook à Bamako, au Mali si nous pouvons le dire. Est-ce vrai? Une chose est sûre et certaine, le Facebook ne marchait pas au Mali. Voilà. Et quelle coïncidence, quand nous parlions de réforme constitutionnelle, c'est en ce même moment que le Facebook s'arrête et que ça ne marche pas. Mais la jeunesse consciente n'a pas croisé les bras. Pourquoi? Il y a les radios libres qui sont là. La jeunesse consciente sait très bien qu'à Bamako, avec l'Internet au Mali, ça peut être un problème. Mais le gouvernement malien peut bloquer le Facebook à Bamako, mais ils ne pourront pas bloquer le Facebook de la diaspora partout dans le monde entier. Donc,
une fois que l'Internet était devenu, sinon le Facebook était devenu lent, et puis le Twitter ne marchait plus au Mali, les gens se sont hués sur les radios libres qui sont dans la capitale. Les gens se sont hués sur les radios qui sont dans les périphéries, dans les communes, dans les coins les plus reculés, pour continuer. Pour véhiculer leur message. Véhiculer le message. Et cette jeunesse consciente est très déterminée. Pour ta deuxième question, sur le G5 Sahel, le G5 Sahel, l'avènement du G5 Sahel, j'ai dit que c'est quelque chose de très bien pour le Mali. Le G5 Sahel, s'ils coordonnent, s'ils affûtent leurs armes ensemble, s'ils arrivent à trouver un point de commandement, un centre de commandement comme ils l'ont fait maintenant, le Mali est beaucoup plus grand. C'est le deuxième pays, sinon le troisième pays le plus grand de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Donc, contrôler la Gambie, qui n'est que comme un quartier de Bamako, et puis contrôler Bamako, c'est deux choses qui ne sont pas comparables. Voilà. La CEDEAO n'avait même pas besoin d'envoyer 3 ou 4 nations en Gambie pour aller mettre l'ordre et la discipline. Mais au Mali, on a promis 15 000 soldats de l'ONU ou bien de la CEDEAO pour venir au Mali. De nos jours, le Mali n'avait eu que 10 000, sinon 11 000. Parce qu'il faut reconnaître aussi que nos pays africains ne sont pas aussi forts militairement. Rares des pays africains sont forts militairement pour pouvoir envoyer 5 000 hommes et ne pas voir ces déficits dans la sécurité de leur propre pays. Donc, en résumé, avec tes 3 questions, les réseaux sociaux, on peut les fermer, mais une chose est certaine, les radios libres sont là. Le Malien la diaspora, elle est là. La génération consciente ne se fatigue pas. Le G5 Sahel, c'est très bien, pourvu que les forces puissent avoir un centre de commandement comme ils l'avaient fait en Algérie. Ils l'ont déjà eu. Qu'ils trouvent les modes de fonctionnement. S'ils ont l'argent nécessaire pour le faire, je pense que ça serait un plus, pas seulement pour le Mali, mais pour l'Algérie et les pays qui sont concernés. Et le troisième point, comme nous l'avons si très bien dit, le Mali est beaucoup plus grand par rapport à la Gambie. Donc, de ce fait, ce n'est pas aussi facile de contrôler le Mali, surtout la région de Kidal, qui est une région montagneuse. Voilà. Allez-y. Monsieur Moussa Diawara, je voudrais ici profiter de l'occasion pour qu'on parle ici à Tempo sérieusement des problèmes maliens. J'ai analysé la situation, je ne te dis pas, on a ensemble analysé la situation du Mali avant même les accords d'Alger. J'ai suivi l'évolution de la situation malienne. Ici aujourd'hui, je peux vous dire que je suis arrivé à cette conclusion que ce n'est ni parce que les militaires maliens sont faibles, ce n'est ni parce qu'il n'y a pas de regroupements régionaux solides pour sauver le Mali, ce n'est ni parce que le président malien n'est pas un homme de parole ou ne veut pas garantir la sécurité territoriale du Mali. Je suis arrivé à une conclusion pure et simple, que c'est une histoire fabriquée de toutes pièces, ni sur le territoire malien, ni sur le continent africain. Une histoire et un problème fabriqué de toutes pièces de l'extérieur et implanté au nord du Mali. C'est ça qui fait qu'il y a une certaine difficulté de résoudre le problème. Le problème, il n'est pas africain. Le problème, il n'est pas malien. Le problème, c'est un problème issu de l'étranger, que les Africains sont en train de régler sans connaître les bases sur lesquelles le problème a été monté. J'ai parlé clair. Ceux qui veulent m'entendre peuvent m'entendre. Ceux qui veulent comprendre peuvent comprendre. Cela voudrait tout simplement dire quoi? Vous pouvez faire quitter Ibrahim. Vous pouvez ne pas accepter le projet. Les Maliens peuvent ne pas accepter le projet d'Ibrahim. Mais ce problème de projet de révision existera toujours. Que Ibrahim parte ou pas,
que Moussa Diawara soit président du Mali ou pas, les Maliens crieront que oh, Ibrahim était mieux que Moussa Diawara. Parce que le problème n'est pas malien. Et que quiconque arrive, il doit porter le manteau qu'on a cousu et déposé. Vous ne le portez pas le lendemain, vous n'êtes pas président. Ce n'est pas votre président Ibrahim qui est mauvais. Ce n'est pas votre président. C'est un homme de parole. Mais il se fait qu'il a mis un manteau qui l'oblige à marcher selon la forme du manteau. Il doit faire cette réforme constitutionnelle. S'il ne la fait pas, il n'est pas président. La jeunesse, c'est ce que je dis. Si la jeunesse malienne, je ne voudrais pas qu'elle soit trop déçue parce que le président français est en train de donner des instructions fermes au président Ibrahim. Vous devez faire cette réforme constitutionnelle. Et maintenant, vous allez me dire que c'est le contenu. Et ce contenu-là aussi, je vous dis que les Français vont lui dire ce qu'il faut mettre à l'intérieur de cette réforme-là. Merci. Donc, il faudrait que les Maliens se préparent mentalement de l'issue de cette histoire-là. L'histoire n'est pas malienne. Parce que je me dis que ces gens du Nord Mali, un seul jour, si la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la petite Belgique décident de mettre fin à leur activité, à l'heure où nous parlons, la minute qui va suivre, tout ça là, ça va s'arrêter. Ok, merci. D'accord, monsieur Diawara, je crois qu'on arrive au thème de notre débat. Okay. Je vous donne quelques minutes. Merci. Vous regardez devant cette caméra. Merci. Et vous allez dire vos vérités au Mali. Merci beaucoup. Monsieur le bulldozer a fait une très bonne conclusion. À vous maintenant de jouer. Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Merci beaucoup, M. Serge Niawa, dans ce grand débat, M. Kwamevi Atisso, M. Yves Kenao, pour m'avoir invité sur ce plateau afin que nous discutions des problèmes de cette révision constitutionnelle au Mali. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour attirer l'attention sur nos amis téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent de quelque chose que M. Yves Kenao a dit. M. Moussa Diawara peut très bien contribuer au développement de son pays sans autant être président de la République. M. Moussa Diawara n'a pas l'intention d'être président de la République. Voilà. Pour certaines qui sont en train de dire que nous sommes là pour nous faire voir ou bien nous sommes là pour guetter des postes de responsabilité au pays, je leur dis tout simplement que M. Moussa Diawara, alhamdoulilah, je suis au soleil, je ne me plains pas. Ce que je veux que les gens comprennent, ce que je veux que la diaspora comprenne, l'heure est venue de se lever comme un seul homme. L'heure est venue que chacun mette de côté leurs petits avantages, leurs petites ambitions personnelles à côté et que nous fassions face à cette République. Parce que le Mali existe, l'indépendance du Mali, ça fait plus de 55 ans que le Mali est indépendant. Mais jusqu'à présent, jusqu'à de nos jours, le Mali continue toujours de souffrir. Pourquoi? Parce que nous avons eu à faire confiance à nos pères, à nos grands-pères, pour prendre les destinées de ces pays, pour faire sortir ces pays de l'ornière. Mais hélas, le constat est triste. Hélas, le constat elle est amer. L'heure est venue de faire confiance à cette même jeunesse qui est là. L'heure est venue que la jeunesse s'implique davantage parce qu'il ne s'agit plus de nous, la jeunesse, il s'agit de nos enfants, il s'agit de nos petits-fils. Pour nous, déjà qui ont dépensé la quarantaine, on peut dire que pour nous, on est presque arrivé à terme. Mais nous devons lutter inlassablement pour nos petits-fils. Nous devons lutter inlassablement pour nos enfants, pour voir une Afrique meilleure. Pas seulement une Afrique meilleure, pour voir un Mali meilleur. C'est pour vous dire, l'hymne national du Mali, c'est la plus belle hymne de l'histoire du monde entier, si je peux le dire. Ouais. Je le dis à quiconque qui ne me croit pas, d'aller écouter cette hymne national du Mali. On dit pour l'Afrique et pour le Mali. Cette hymne national résume tout de l'Afrique, singulièrement du Mali. Et c'est de ce Mali-là que nous voulons bâtir ensemble.
et nous ne pourrons pas le faire avec ces vieux tocards qui sont là, qui ont passé tout leur temps, qui n'ont pas pu faire grandes choses. L'heure a sonné, amis de la diaspora, l'heure a sonné, peuple malien. Levons-nous et battons-nous. Sinon, Kidal devait être libéré comme les autres régions du Mali ont été libérées. Posons-nous la question, pourquoi Kidal n'est pas libéré? Pourquoi Kidal n'a pas été libéré? Pourquoi on a libéré toutes les 7 régions du Mali, mais on n'a pas libéré Kidal? Un grand point d'interrogation. Posez-vous cette question et vous allez avoir la réponse de ce qui se passe. Vive la génération consciente, vive le Mali, vive l'Afrique. Je vous remercie, M. Cherche. Wow. Merci. Merci, mon frère. Merci, M. Diawara. Je crois que c'est une très bonne conclusion. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Radio Mali nous appelle. Et... Radio Mali nous appelle. Et... Et ça continue. C'est-à-dire que le Mali ne doit pas aujourd'hui continuer de souffrir. Nous allons aider le Mali en tant que tel pour qu'il recouvre son intégrité territoriale. Yeah. Le problème qui se passe au Mali, M. Kenaou l'a dit, ce n'est pas un problème malien, ce n'est pas un problème africain, mais un problème de l'extérieur. Quand est-ce que nous, les Africains de la diaspora et les Africains du continent de cette Afrique, pourront quand même se lever contre ceux qui viennent, qui ont été importés pour dégager, pour détruire l'Afrique? Je vous invite encore la semaine prochaine à un autre grand débat pour essayer encore de vous amener beaucoup d'informations. Merci donc à M. Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Serge Nyawa, bonsoir. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.